Mais d'abord, direction Calais sur fond de bras de fer diplomatique entre Paris et Londres. L'urgence de ces dernières 48 heures, c'était de trouver des solutions d'hébergement provisoire pour les migrants. Jonathan Dupriez. L'État l'avait promis, proposer systématiquement un hébergement temporaire aux migrants délogés de leur campement de fortune à Calais. C'est désormais chose faite. Un sas de 300 places de mise à l'abri vient d'être créé à cet effet. Cette solution d'urgence émane du médiateur gouvernemental chargé de négocier avec plusieurs associatifs, toujours en grève de la faim. Il réclame depuis 3 semaines l'arrêt des expulsions lors de la trêve hivernale et proteste contre le traitement réservé aux migrants à Calais. On se retrouve dans une situation qui devient de plus en plus difficile, une oppression envers les personnes exilées qui est quotidienne, voire, je dis oppression, mais voire harcèlement des forces de l'ordre, une oppression aussi envers les associatifs, les militants, les Calaisiens solidaires. Si les militants dénoncent la gestion de l'État sur ce dossier épineux, le gouvernement, quant à lui, renvoie la balle à Londres. Début octobre, lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais, Gérald Darmanin avait sommé les Anglais de payer à la France les 62,7 millions d'euros promis afin de renforcer les contrôles frontaliers depuis l'Hexagone. Nous appelons les Anglais à tenir leurs promesses de financement, puisque nous tenons la frontière pour eux ici et maintenant, et puis évidemment de réduire encore une fois leur attractivité pour les immigrés qui arrivent en Grande-Bretagne. Peu après ces déclarations, les Anglais se sont engagés à verser la somme. Alors que la France et le Royaume-Uni s'écharpent depuis des années sur la question des migrants dans la Manche, les tentatives de traversée s'intensifient. Selon les derniers chiffres des autorités françaises, plus de 15 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre depuis le 1er janvier. Et pour notre débat d'actu sur les migrants de Calais, je vous présente mes invités. Karima Delli, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Vous étiez à Calais ce week-end pour soutenir les grévistes de la faim qui dénoncent les conditions de vie des migrants. Didier Lesky, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Vous avez été nommé médiateur par le ministre de l'Intérieur il y a 8 jours dans ce dossier. Adam Sage, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes correspondant du Times à Paris. J'accueille également Guillaume Darey, éditorialiste politique sur France Télé. On remercie nos amis de France Télé de nous prêter Guillaume Darey pour quelques soirs. C'est sympa de vous avoir. C'est comme au foot, c'est un petit mercato. Voilà, c'est ça, un petit mercato temporaire. On va démarrer tout de suite sur ce qu'est l'actualité, c'est-à-dire ces 300 places d'hébergement provisoire que vous avez annoncées, Didier Lesky. Elles sont déjà disponibles. Où vont-elles être proposées et organisées? Alors, comme je l'ai indiqué à la fois au collectif des associations et aux grévistes de la faim, les propositions de la médiation vont être mises en œuvre. Il s'agit d'un SAS de 300 places et qui doit permettre d'héberger ceux qui sont dans les campements informels et qui ont besoin d'un hébergement. Et le dispositif SAS, c'est organiser dès le lendemain des départs vers des places d'hébergement pérennes, puisque l'enjeu n'est pas de stabiliser les personnes sur Calais, mais bien de répartir la charge de l'accueil dans l'ensemble de la région. Donc ça sera sur toute la région des Hauts-de-France Sur toute la région des Hauts-de-France, ouais. Oui. C'est un progrès pour vous, Karima Delli? Absolument pas, puisqu'on parle de 300 personnes hébergées en trêve hivernale, alors qu'on compte environ 1500 personnes. Je suis contente d'être sur votre plateau parce que je voudrais témoigner ma solidarité aux grévistes, le père Philippe Desmestres, Anaïs et Ludovic. Vous savez, on est dans un moment terrible, c'est le déni de réalité. La situation à Calais, aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, on tente à invisibiliser les exilés. Et pourtant, ils subissent une politique qui est indigne. Des tentes qui ont été lacérées, des tentes qu'on prend comme ça. Tous les 2 jours, il y a une expulsion à Calais. Vous voyez, tous les 2 jours. Des associations qui ont du mal à travailler parce que justement, on leur dit, vous n'avez circulé, ce n'est plus le moment de travailler. Et je vais vous dire, moi, j'ai un peu mal au cœur. Mal au cœur parce que je suis allée plusieurs fois à Calais, comme à Grande-Synthe. Ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui vivent dans des conditions, mais vraiment indignes. Quand je dis indignes, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Alors la première chose, je pense que quand on est responsable politique, il faut arrêter de toujours... Parce que Calais est devenue aujourd'hui une ville forteresse. On n'a jamais eu autant de barbelés. C'est incroyable. Tous les endroits, même les espaces verts à Calais, aujourd'hui sont
il y a des clôtures de partout. Vous voyez, la première chose que je crois qu'il faut faire, c'est de mettre toutes les associations autour de la table, vite, les associations humanitaires, et ensuite d'arrêter d'avoir ce déni. Alors, vous allez avoir longuement la parole. Je vais vous la redonner. Non, Karima Deli, je voudrais que tout le monde s'exprime, je vais vous la redonner. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Arrêtez d'être dans le déni. Écoutez, voilà. je crois que Calais est un sujet complexe, et Calais est le reflet un peu du chaos du monde et de la difficulté, en partie des rapports avec l'Angleterre, et une sorte de mirage. Mais je rappelle quand même qu'à Calais, il y a une centaine d'emplois associatifs qui sont pris en charge par l'État, justement pour l'accueil des migrants. Qu'à Calais, il y a des douches et un système de navettes qui permet aux migrants d'accéder à les douches. L'État distribue des repas tous les jours, et il ne s'agit pas simplement de 300 places, puisque l'Office gère à peu près 110 000 places d'hébergement à travers la France. Il s'agit de permettre à ceux qui arrivent et qui sont dans ces campements informels d'avoir une première étape avant l'orientation vers l'ensemble des hébergements. Et bien évidemment, l'idée, c'est que chaque personne qui accepte un hébergement puisse y accéder, puisque un des débats que nous avons, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'une partie des migrants qui sont là refusent ou ne souhaitent pas aller dans les hébergements, donc il s'agit de les convaincre, et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des maraudes qui vont s'intensifier pour dire aux personnes, vous pouvez en France déposer une demande d'asile, vous pouvez accéder à un hébergement. Et je crois que ne pas réfléchir en fonction de la complexité, c'est faire preuve de facilité. Ce problème, il est ancien, quels que soient les gouvernements, je dirais, puisque moi je suis qu'un modeste fonctionnaire, eh bien on a essayé de le prendre avec le maximum d'humanité. C'est pas toujours simple, mais je crois qu'il ne faut pas caricaturer la situation. Alors on reviendra notamment sur la question des effets personnels, des tentes et de l'action des policiers en la matière, parce que vous êtes en train de faire évoluer les choses. Je voudrais vous entendre, Adam Sage, sur la situation, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a eu dans la nuit de lundi à mardi près de 300 personnes qui ont été sauvées en mer, des sauvetages, alors qu'ils étaient sur des embarcations de fortune. Pourquoi les migrants ne passent plus par le tunnel? Pourquoi ils prennent autant de risques pour leur vie en ce moment? Je pense qu'il y en a qui passent par le tunnel toujours. Enfin, si je vais régulièrement à Calais, je fais régulièrement des reportages à Calais. Bon, ils essaient toujours de passer par le tunnel. Ils arrivent plus ou moins. Ceux qui payent les passeurs arrivent. Ceux qui ne payent pas les passeurs n'arrivent pas. Oui, mais il y a un dispositif de sécurité beaucoup plus lourd dans le tunnel. Il y a un dispositif de sécurité sur le tunnel qui a été augmenté ces dernières années avec le nombre de techniques de détection de chaleur, de détection de CO2, les chiens, etc., qui fait que c'est effectivement très compliqué. Et puis, si vous parlez aux associations, il y a toujours eu très peu de tentatives de traverser en bateau, mais depuis des années. Mais il y a 2 ans, pour une raison qui est difficile à expliquer, mais je crois essentiellement parce que quelques-uns sont arrivés en Angleterre, ils ont appelé en France pour dire on est arrivé, il faut essayer. Donc, on est passé par bateau, ça marche. Donc ce phénomène de bateau a augmenté et augmente. Et les migrants se sont rendus compte que c'est finalement beaucoup plus facile de passer en bateau que par le tunnel. Oui, mais beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux quand vous parlez aux migrants par rapport aux dangers, ceux qui sont venus de la Corne d'Afrique, ceux qui sont venus de l'Afghanistan, qui ont traversé l'Iran. Ils ont déjà traversé beaucoup de zones à risque. Qui ont traversé la Libye, la Méditerranée. Bon, ils disent qu'il y a un risque, un danger, mais c'est finalement pas énorme par rapport au risque qu'on a déjà encouru pour arriver là. Oui. Je voudrais qu'on parle de la pression policière. Effectivement, c'est peut-être le point qui vous choquait le plus, c'est ce que vous avez cité, Karima Deli, le fait que les policiers régulièrement récupéraient les effets personnels des migrants, c'est ça? Il y a ça, c'est terrible au fait, que tous les 2 jours, les expulsions ont lieu, on prend les affaires de ces exilés, on entasse des sacs à dos, des tentes, des bâches, voire des chaussures dans des bennes. Ils vont les récupérer que quelques heures après, et tout le temps avec la peur au ventre. Vous vous rendez compte du harcèlement physique, moral de ces exilés? Moi, je trouve que c'est là où on a... Je vous en veux pas à vous. Vous faites votre travail de médiateur, mais j'ai un problème de fond sur la réponse. Je ne crois pas qu'une politique sécuritaire fonctionne. On l'a vu depuis maintenant de très nombreuses années.
tout cet argent mis dans un armada de policiers, etc., ça ne fonctionne pas. Moi, je préférais qu'on mette l'ensemble de cet argent dans des véritables politiques d'accueil. Et c'est là où j'enrage. Parce que non, moi, je suis des Hauts-de-France. Et je peux vous dire qu'il y a des maires, et notamment, je pense à mon ami Damien Carême, à Grande-Synthe, qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Vous parlez des passeurs tout à l'heure, c'est très intéressant. Pourquoi on en arrive aux passeurs? Parce que la politique sécuritaire est telle que maintenant, le trafic des passeurs est tel que, je rappelle que le trafic des passeurs, c'est quand même le 3e trafic mondial, après la drogue et les armes, vous voyez, parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui fait que comme on ne sait pas accueillir, hop, ils s'engouffrent dans la... Mais alors, c'est quoi l'alternative? Moi, je crois que l'alternative, là, tout de suite, c'est de dire pas d'expulsion sans relogement. Vous avez dit tout à l'heure... Alors, pas d'expulsion sans le relogement. Je vais vous redonner la parole, mais je voudrais aller sur le terrain avec Natacha Bouchard, qui est la maire de la ville, maire LR de Calais. Quand vous entendez Karima Delli à l'instant dire que finalement la solution sécuritaire, c'est un échec depuis des années, qu'est-ce que vous en pensez, Natacha Bouchard? Ce que j'en pense, c'est que nous, on ne vient pas juste faire un passage à Calais, on y vit jour, nuit, week-end, jour férié depuis maintenant 20 ans. Et je pense que la politique sécuritaire est quand même exemplaire et donc j'estime que les forces de l'ordre font dans la plus grande dignité leur travail. La problématique est complètement différente, c'est que on est face à des migrants qui ne veulent pas rester sur le territoire français, qui ne demandent rien à la France et qui troublent l'ordre public en permanence. Et donc moi j'ai à gérer le trouble public et les traumatismes de ma population. Et nous sommes 6 mois avant des présidentielles, alors tout le monde va passer avec son petit chemin pour rester 1 heure ou 2, venir voir ce qui se passe, ne rien y comprendre, donner son opinion de son salon, de son bureau parisien ou européen, et puis ne pas comprendre que si on n'a pas de conseil interministériel qui nous permette de réunir le ministre de l'Intérieur, celui de l'Immigration, celui des Affaires étrangères, celui également des Finances, on va pas s'en sortir. Et puis on arrive à un dispositif aujourd'hui où le Brexit est là. Calais est une ville frontière. Il est temps de remettre les choses sur la table. Des centres d'accueil pour les migrants, je pense que, et je n'ai de leçons à recevoir de personne, j'en ai fait beaucoup et j'ai tout essayé, entre les douches, les aires de repas, les aires de douche qui ont même brûlé, les plans grand froid, les centres pour remise à l'abri des femmes et des enfants, rien n'a fonctionné. Donc moi ce que je dis, c'est que effectivement j'entends parler de SAS, mais de SAS oui, mais pas à Calais. Et le SAS à Calais, ça veut dire une aspiration. Et ça veut dire l'aspiration, ça veut dire 300, ça veut dire 600, ça veut dire 1000, ça veut dire 1500, ça veut dire 10 000, ça veut dire 2016. Et je pense que tous les traumatismes qu'on a vécus, on n'a pas envie de, les remettre en traumatisme, et que le sens en fait de ce dispositif est mal pris. Il a besoin de beaucoup de hauteur. Il a besoin de consultation. Vous réclamez un comité interministériel, on l'a bien compris. Vous dites que grosso modo la solution du SAS que le médiateur, que Didier Lesquier a proposé est pas suffisante. Un mot de réponse là-dessus, puis ensuite on va élargir avec vous, Guillaume, à la position britannique. Je crois que Madame Bouchard a raison. Il faut tout faire pour éviter la reconstitution de ce que les migrants appelaient eux-mêmes la jungle. Voilà. Et donc il faut éviter un point de fixation autour duquel des regroupements informels se feront. Et donc c'est pour ça que les policiers avaient pour consigne de retirer les tentes. Et c'est pour ça que nous sommes dans un dispositif juridique qui est supervisé par le procureur de la République, qui s'appelle la flagrance, et qui oblige
du point de vue du droit, à évacuer les personnes dans le délai de flagrance qui, théoriquement, est autour de 48 heures. Ne pas le faire, c'est rentrer dans un autre dispositif juridique, c'est-à-dire saisir le tribunal sur une longue durée, et à ce moment-là, on aura la reconstitution de la langue de Calais parce qu'on ne pourra pas évacuer les campements. Donc il faut continuer à le faire. Voilà. Les dispositifs d'évacuation, il faut les améliorer du point de vue des effets personnels des migrants, c'est indéniable, et c'est ce que j'ai proposé. Mais ce qu'il ne faut pas absolument faire, et vous prenez l'exemple de Daniel Carême, je pense que c'est un exemple qui est peut-être malvenu, parce que le problème de la structure solide qui a été faite à Grande-Synthe, à un moment donné, elle n'a plus été contrôlée ni par la mairie, ni par les forces de police, elle n'était contrôlée que par les passeurs. Il faut éviter que l'État mette en place des camps de base qui ne servent que des passeurs. Et du reste, pour preuve, c'est que le maire suivant qui a succédé à M. Damien Carême, eh bien, il a arrêté ce type de dispositif justement parce que personne n'arrivait à les contrôler. Il faut faire dans cette affaire ni preuve d'angélisme, ni preuve de dureté. Il faut trouver un juste équilibre. Et je crois que tout l'enjeu de la médiation, c'est de trouver le juste équilibre sans démagogie aucune. Non, mais moi, je vais revenir sur ça. La politique de Damien Carême était exemplaire. Son successeur n'a pas voulu rééditer, notamment cette politique-là. C'était exemplaire ou c'était aux mains des passeurs? Là, on a deux c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que j'ai pas de leçon à recevoir de Madame Bouchard qui me dit je ne suis pas de passage à Calais, je suis née dans le Nord et je connais très bien Calais. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on est dans une politique du vrai cynisme. Il faut parler de cynisme aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on parle d'hommes, d'enfants, etc., on n'a pas le temps de se dire, bon, quelle technique on va mettre en place. On parle de l'humain. Et ces gens ont des droits qu'on doit respecter. D'accord? Les droits humains doivent être respectés. Lorsque vous me dites, aujourd'hui, on va enfin faire attention à leurs affaires, attention aux tentes. Mais on est en 2011. Vous savez, 1500 personnes, c'est plutôt pas... en 2021, madame. Oui, mais 2021, mais 1500 personnes, c'est pas toute la misère du monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La première chose qu'il faut faire, c'est pas juste faire justement encore plus de sécuritaires, etc. Je crois que la première chose, c'est de mettre autour de la table les autorités britanniques et les autorités notamment françaises. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui n'a pas encore été fait, puisque lors du Brexit, et je peux vous le dire, j'étais à la table de négociation, ce sujet n'a pas été abordé. Ensuite, on doit prendre le sujet, notamment des réfugiés, des exilés, comme un vrai sujet, notamment pas dans le déni, parce qu'on a peur. On a peur, justement, lorsque j'entends certains dire « Attention, faut pas du tout les installer, parce que vous savez quoi, ça va faire un appel d'air. » L'imaginaire de l'appel d'air, ça vient de l'extrême droite depuis des années. Tous les spécialistes disent une chose, il n'y a pas d'appel d'air. Il n'y a pas d'appel d'air. Tous ceux qui disent le contraire, qui me le prouvent intellectuellement et scientifiquement. Ça n'existe pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'une part, prendre un dialogue avec les autorités anglaises et britanniques, un vrai dialogue avec l'ensemble des associations. Et je le redis très bien, monsieur le médiateur, vous avez dit une chose, pas d'expulsion sans relogement. Sans hébergement. Ah, bah nous on dit pas d'expulsion sans véritable relogement. Mais le premier jour de la trêve hivernale, qu'est-ce que vous avez fait? La première chose que vous avez fait, c'est d'expulser des gens, et notamment des exilés. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter les doubles discours, vous voyez? On ne peut pas être dans l'angélisme comme ça, on dit on fait des choses, etc. Et en même temps, concrètement, ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous dire, alors, on doit être, et je termine par là parce que je voudrais que chacun on doit se réveiller. Longues, hein. Il y a des citoyens français. On a bien compris vos arguments et il y a des citoyens français qui celle font qui est sur une le grève de terrain la tous faim. les jours, c'est Natacha Bouchard. Natacha Bouchard, vous vouliez prendre la parole. Allez-y. J'entends bien, j'entends bien ce que dit Madame Karima Deli, mais je ne peux pas aller dans son sens. Non seulement parce que on a vécu Grande-Synthe et on sait que il y a eu effectivement une prise en main des passeurs et des activistes associatifs. Et c'est pour cela que ce campement a dû être démantelé. Vous dire aussi que très clairement, ça n'est pas en gardant ces migrants dans la boue, dans des lieux qui sont inacceptables humainement pour eux, qu'on va les aider. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on n'est pas capable de prendre des bus et de mettre ces personnes
à l'abri, c'est-à-dire il faut la fermeté, il faut l'humanité. Mais la mise à l'abri, il ne faut pas mélanger tous les migrants. Les migrants qui sont à Calais, madame, ne veulent pas rester à Calais. Les migrants qui sont à Calais veulent passer en Angleterre. Donc, on n'est pas du tout dans le même débat. Et vous vivez peut-être dans les Hauts-de-France, mais vous ne vivez pas à Calais. Et moi, ce que je dis, c'est que il est important qu'on ait aujourd'hui ce comité interministériel et que le fait d'ouvrir un lieu pour 300 migrants n'est pas une bonne chose parce que on va se retrouver avec 11 000 migrants. Que ces enfants, vous ne les avez pas vus. On a du temps, mais je voudrais bien que ce ne soient pas les mêmes arguments en boucle. Pardon de vous interrompre, Madame le maire, Madame Bouchard, mais je reprends la main parce que je voudrais qu'on avance un peu dans le débat sur la partie. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, c'est promis. Je voudrais qu'on reprenne un peu et qu'on ouvre un peu le débat sur le contexte franco-britannique, parce que c'est pas rien, effectivement. Il y a le Brexit, il y a les relations entre Boris Johnson et le président français, Guillaume Darey. Je pense que vous avez vécu, je parle absolument. Au G20. Je parle sous le contrôle de mon collègue britannique, mais c'est vrai que on ne peut pas parler de ce sujet sans parler de Boris Johnson. Et comme souvent, il utilise la politique internationale pour faire de la politique nationale. Parce qu'il y a actuellement un projet de loi de lutte contre l'immigration clandestine qui est travaillé en commission au Parlement britannique, qui vise à réduire drastiquement le droit des personnes qui arrivent clandestinement en matière de prestations sociales, en matière également de droit à l'accueil, de regroupement familial. Et donc, il y a des consignes qui ont été passées aussi au ministère en charge de la lutte contre l'immigration illégale, de dire on se montre particulièrement ferme. Et donc, effectivement, ce n'est pas un moment où ce sera particulièrement facile pour les Français de discuter avec Boris Johnson, de rediscuter peut-être les fameux accords du Touquet qui établissent effectivement la frontière entre la France et la Grande-Bretagne du côté français. Il y a de 2003. Et en plus, Et en plus, les relations personnelles, on l'a vu ces derniers jours, effectivement, entre Boris Johnson et Emmanuel Macron sur la question de la pêche ne sont pas des plus favorables. Donc sur ce dossier-là, ça s'annonce particulièrement compliqué pour les autorités françaises. Ça vous a tiqué, pourquoi ? Oui, parce que le traité de Touquet donne le droit à la France et à la Grande-Bretagne de faire les contrôles dans l'autre pays, donc c'est pas. Oui, mais pour l'instant, si vous prenez l'Eurostar de Londres à Calais, les policiers français sont à St. Pancras à Londres, donc c'est pas un traité. Et les migrants, ils sont en France. C'est pas un traité qui établit la frontière en France. C'est un traité qui marche dans les deux sens. Donc effectivement, les migrants sont en France. Oui. Bon, sur le contexte politique britannique, est-ce que le fait qu'il y ait ce changement de texte, de loi qui se prépare, ça peut expliquer aussi un afflux de migrants qui se disent c'est le dernier moment pour passer et de bénéficier encore Non, vous savez, sans doute que les réseaux de passeurs utilisent cet argument, mais ils ont utilisé tous les arguments imaginables. Vous savez, ils ont dit il faut passer avant le Brexit, il fallait passer avant 2016. Vous savez très bien qu'ils font des publicités en ligne absolument extraordinaires pour la Grande-Bretagne. C'est l'Eldorado, vous allez en Grande-Bretagne, vous allez trouver un travail, un logement. Même ils vendent, il y a des publicités des réseaux par ça qui vendent le temps en Grande-Bretagne, qui fait beau tous les jours. Donc certainement qu'ils utilisent cet argument. Non, je ne crois pas, mais je ne crois pas du tout que c'est quelque chose qui est fondamental dans le fait qu'il y a une augmentation en ce moment. Sans doute que ces jours-ci, on voit une augmentation du nombre de traversées parce que l'hiver approche, parce que ça, le temps joue beaucoup sur les bateaux, effectivement. Mais effectivement, Boris Johnson veut durcir sa politique migratoire, ça fait partie oui, bien sûr, de la logique de son arrivée au pouvoir. Oui, bien sûr, oui, absolument. Le gouvernement britannique, ça fait trop longtemps que je couvre ce problème à Calais. Depuis mes premiers reportages à Calais, c'était quand il y avait des Albanais qui venaient, je pense que Mme Bouchard s'en souvient aussi. Donc c'était à quelle époque ? C'était dans les années 90, donc c'est quelque chose que c'est pas nouveau du tout. Donc, c'est une politique assez consistante du gouvernement britannique de vouloir empêcher les migrants d'arriver clandestinement en Grande-Bretagne. Effectivement, Boris Johnson a promis un endurcissement de cette politique, notamment parce que ce qui était caché avant, je crois, c'est la vraie raison, ce qui était caché avant, parce que ça passait dans les camions est maintenant visible à la une de toutes les télévisions, donc ça lui met
pression médiatique, politique qui est considérable et qui veut, comme vous avez très bien décrit, endurcir avec une loi qui augmente de 6 mois à 4 ans de prison la peine maximale pour l'entrée illégale en Grande-Bretagne. Mais vous le voyez céder face à Emmanuel Macron, par exemple, sur cette question ou pas ? Qu'est-ce que vous appelez céder par rapport à Emmanuel Macron? La Grande-Bretagne dit 2 choses, en fait. Premièrement, on s'est mis en difficulté avec le Brexit dans la mesure qu'on n'est plus parti du traité de Dublin et c'est devenu très compliqué c'était déjà difficile d'expulser les migrants vers le premier point d'accueil, un premier pays sûr en Europe, ce qui est le cas dans le traité de Dublin. Maintenant, c'est devenu impossible. Donc, nous voulons un traité avec la France pour pouvoir renvoyer un certain nombre de migrants arrivés clandestinement en Grande-Bretagne, en France. Donc, il y a une marge de manœuvre, je crois, pour la France autour de cette question-là. La question est de savoir, si j'ai bien compris, les autorités françaises voudraient, je pense sur votre, qu'en même temps, la Grande-Bretagne accepte de prendre un certain nombre de migrants peut-être mineurs ou peut-être dans le cadre d'une forme de regroupement familial qui sont à Calais. Alors, est-ce qu'on va arriver à trouver un accord autour de ces questions? Ça va être un bras de fer. On va avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'insultes. Mais au final, notre intérêt est de pouvoir retrouver un accord avec la France ou avec l'Union européenne pour pouvoir envoyer un certain nombre de migrants. L'intérêt de la France, c'est de pouvoir faire en sorte qu'au moins les migrants mineurs puissent retrouver des familles en Grande-Bretagne. Donc peut-être il y a là-dedans une possibilité de trouver un accord. Oui, et on voit la complexité quand même de la situation. Je me retourne vers Natacha Bouchard. Vous demandez un comité interministériel, mais en fait, s'il n'y a pas les Anglais à la table, ça ne sert pas à grand-chose. Élargi. Non, mais il faut les associer, vous comprenez? Parce que tout ce beau monde-là qui est en train de discuter, eux, ils en ont rien à faire puisque c'est pas eux qui en subissent les conséquences sur le terrain. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il faut imposer à ce que le maire de Calais fasse partie des négociations. Et Boris Johnson, il faut lui, c'est un bras de fer. Et les Britanniques ne savent fonctionner que comme ça. Et si les migrants continuent à passer en Angleterre, c'est parce que le gouvernement britannique n'a pas le courage de revoir le dispositif en fait d'accueil qu'il a, parce que les migrants ont toujours les revenus quand ils arrivent sur le territoire, ils ont toujours le travail au noir, ils ont toujours leurs avantages. Donc oui, ça reste un Eldorado. Donc moi, je suis désolée. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que si on n'est pas, on va pas vers ce bras de fer, on va pas y arriver tout simplement. Donc il faut que on ait des personnes qui vivent les choses tous les jours, qui viennent effectivement durcir le ton avec Boris Johnson. Moi, Boris Johnson me fait pas peur quand il commence à faire ses grandes envolées lyriques et à dire on va prendre les bateaux, les femmes, les enfants qui arrivent, qui ont traversé la Manche, on va les renvoyer et puis tant pis pour eux s'ils se noient sur le retour du chemin. C'est quand même scandaleux. Donc aujourd'hui, on voit bien que on n'est pas au niveau où on doit l'être. Et le niveau, il est la sortie en fait du Royaume-Uni et il faut revoir ces accords bilatéraux entre la France et l'Angleterre sur la partie des accords du Touquet. Oui, alors vous demandez, je reprends la main, vous demandez plus de fermeté. C'est intéressant, Guillaume Darré, parce que évidemment, c'est pas nouveau, hein, là aussi, vous disiez, ça fait 30 ans que ça dure, mais dans l'histoire politique française, c'est aussi un thème, l'immigration, voilà, qui est récurrent, qui est un marqueur politique fort et qui, là, en pleine campagne présidentielle, joue ce rôle aussi, d'une certaine façon. Et particulièrement d'ailleurs chez les Républicains, parce qu'ils sont persuadés, Thomas, que c'est l'un des points de faiblesse d'Emmanuel Macron, et donc ils veulent montrer leur différence avec lui sur ce sujet-là, et aussi parce qu'ils se retrouvent sous la pression d'Éric Zemmour, qui est extrêmement présent sur cette thématique. Alors tous, vous avez vu, quasiment on propose un référendum sur cette question de l'immigration. Michel Barnier, lui, demande un moratoire. Et Xavier Bertrand s'est montré extrêmement ferme chez nos confrères de BFM TV, en particulier sur cette question des migrants à Calais. Extrêmement ferme.
tapant très fort sur Emmanuel Macron. Écoutez-le. Vous savez qu'à Calais, des migrants exploités par les passeurs mettent des barricades sur la rocade avec tous les dangers que ça représente. C'est l'attaque de la diligence. Il fait quoi le gouvernement? Et le troisième sujet, ce sont les Anglais. Les Anglais, ça commence à bien faire. Cela fait maintenant 5 ans, depuis que je suis élu à la tête de la région, que je dis très clairement que s'ils ne veulent pas faire le travail qui est le leur, on leur rend leurs frontières et on dénonce ces accords du Touquet. 5 ans que je demande. 5 ans que le président de la République, 4 ans et demi, qu'il fait la sourde oreille. Quelle attitude peut adopter Emmanuel Macron? Alors c'est délicat parce qu'à la fois il ne veut pas perdre ses électeurs de gauche qui lui sont restés fidèles et qui demandent, je cite, plus d'humanité, qui n'avaient pas aimé par exemple, rappelez-vous Thomas, après la chute de Kaboul et la déclaration du chef de l'État, quand il avait évoqué des, je cite, flux migratoires irréguliers, le risque en tout cas de flux migratoires irréguliers, et en même temps, il ne veut pas laisser Emmanuel Macron le terrain de la fermeté à la droite. Il a donc choisi d'aller sur ce terrain de l'immigration, de la lutte contre l'immigration clandestine et de donner aussi des signes, y compris sur l'immigration légale, puisque, rappelez-vous, il y a quelques semaines, il a décidé de réduire de moitié les visas accordés notamment aux Algériens et aux Marocains. Est-ce que c'est vraiment la thématique qui intéresse le plus les Français ? Alors c'est vrai que c'est sûrement une des thématiques qui fait le plus de bruit, en tout cas médiatiquement et politiquement, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir si c'est la priorité des Français. Et ce qu'on voit quand on regarde à peu près toutes les études d'opinion récentes, c'est que oui, c'est une préoccupation des Français à l'approche de l'élection présidentielle. Mais attention, ce n'est pas la seule préoccupation et ce n'est pas la première préoccupation. Une étude d'opinion réalisée par l'Institut de sondage ILAB il y a une dizaine de jours qui montre que ce n'est même que la troisième préoccupation des Français, loin derrière le pouvoir d'achat et la sécurité. Alors ça ne veut pas dire, Thomas, que ça n'intéresse pas les Français, mais ça veut dire que la campagne présidentielle, elle ne pourra pas se faire que sur cette thématique-là, et que donc les candidats qui considèrent qu'ils pourront emporter nos suffrages, vos suffrages en parlant seulement d'immigration, eh bien ces candidats-là se trompent. Est-ce que ça vous met la pression, Didier Leschi, ce contexte, quand on est un haut fonctionnaire, quand on est nommé médiateur par le ministre de l'Intérieur et qu'on se sait comme ça scruté par nous, journalistes, les chaînes d'infos, etc., etc. Écoutez, moi je suis un fonctionnaire, je suis un technicien. Voilà, j'ai commencé mon travail autour de Calais quand Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur et il était confronté aux mêmes critiques que j'entends aujourd'hui et il essayait d'y répondre. Voilà, je pense qu'il y a une complexité et les débats autour de l'immigration, comme je l'ai écrit dans un livre, ça dérange un peu tout le temps les esprits. Il faut garder son calme. Voilà, il y a un chaos du monde, il y a des flux migratoires. Il faut essayer de les gérer sans angélisme, mais sans refuser de faire preuve d'humanité. C'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. En ce qui concerne nos rapports avec l'Angleterre, ils sont compliqués, je dirais, depuis la Révolution française. Et on ne va pas les régler comme ça d'un coup de cuillère à peau. En même temps, on n'imagine pas, ni du côté anglais ni du côté français, d'installer des ferries pour que les gens traversent dès lors qu'ils ont envie. Et on n'imagine pas le porte-avions Charles de Gaulle stationné dans la Manche pour obliger les Anglais à ouvrir la frontière. Donc il faut rester raisonnable. Rester raisonnable, c'est, je crois, deux choses. D'un côté, prendre les choses de manière suffisamment humaine, sans angélisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit à stationner où on veut, quand on veut. La trêve hivernale, c'est d'avoir un toit, et c'est ce que propose l'État à travers l'idée d'un hébergement systématique. Voilà, d'un côté, il faut faire ça. Et de l'autre côté, il faut absolument empêcher la reconstitution de ce qu'on a connu à un moment donné, qui était la lande de Calais. Je vous propose une image d'archive pour rebondir sur ce que vous venez de dire. On est le 2 mars 2016 et c'est effectivement le terme officiel, c'est la lande de Calais, mais le surnom, c'était la jungle. C'est le démantèlement à coups de bulldozer. Image spectaculaire qui était aussi voulue. On peut faire un peu d'analyse de communication par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Il sera définitivement démantelé, ce lieu, détruit en octobre 2016. Est-ce que dans les consignes, Didier Leschi, que vous avez, c'est de ne pas
laisser un tel lieu se reconstituer? C'est vraiment l'obsession. C'est absolument l'objet de ma médiation, c'est d'essayer de faire comprendre à ce petit groupe d'associations, parce qu'à Calais, toutes les associations ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a même une partie d'associations qui refusent de se réunir avec les autres parce qu'ils considèrent qu'ils sont des opérateurs de l'État. Je pense à France Terre d'Asile, et donc du coup, ils seraient illégitimes. Mais je rappelle, en ce qui concerne l'évacuation de la lande de Calais, qui a été fait en mars 2016, du coup, la question migratoire n'a pas été au cœur de l'élection présidentielle, et j'ajoute qu'il y avait eu des craintes exprimées par un certain nombre d'élus qu'on allait exporter des Calais à travers la France. Ce n'est pas ce qui a été fait. On a fait la démonstration, que dès lors que les personnes acceptaient de déposer une demande d'asile, ils pouvaient rentrer dans un parcours positif d'intégration en France. Et c'est absolument ce qui s'est passé. Et donc, le but, là, actuellement, c'est d'inciter les personnes, dans un moment de pause qui peut être de 24 heures ou un peu plus, de réfléchir sur le parcours migratoire, de ne pas accepter ce mirage vendu par les passeurs, qui est le mirage anglais, qui est souvent un mirage d'exploitation en Angleterre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'exploitation en Angleterre, et leur faire comprendre que rester aux mains des passeurs, c'est rester dans la pire des situations, et qu'il y a un droit légitime de l'État français à considérer qu'on n'a pas le droit de stationner dans la boue. Karima Delli, si Yannick Jadot est élu, il fait quoi de différent? Il fait un geste à la Angela Merkel en 2015, qui avait ouvert le territoire de l'Allemagne aux réfugiés syriens, 1 million de réfugiés qui étaient venus s'installer en Allemagne. Dont Emmanuel Macron avait dit, Madame Merkel est la seule en Europe à avoir sauvé l'honneur de l'Europe. Oui. Donc, quand on a ce genre de phrase en tant que président de la République, il faut balayer devant sa porte. Vous voyez. C'est ce que vous proposez. Moi, ce que je dis d'abord. Il n'était pas président à l'époque. Oui, mais il l'a toujours dit, quel que soit ses discours. Il faut être précis dans ce que vous dites. Madame la députée, 30 secondes. Non, mais moi, je ne vous ai pas coupé, donc vous me coupez pas. Alors, je voudrais simplement préciser une chose. Il y a 1 million de personnes qui sont rentrées, mais qu'aujourd'hui, à Calais, ce qu'on voit, ce sont des migrants qui, justement, ont été déboutés de l'asile en Allemagne, qui souvent parlent allemand ou parlent suédois, justement parce que rentrer dans un pays, ce n'est pas avoir accès à l'asile. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Sauf que beaucoup d'exilés aussi à Calais ont beaucoup de familles en Angleterre. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est mettre autour de la table, tout d'abord, les autorités françaises, les autorités anglaises, avec des agents locaux pour pouvoir vite, justement, s'il y en a beaucoup qui ont des familles, puissent aller en Angleterre. Ça, c'est la première chose. L'urgence, c'est la trêve hivernale. On ne va pas laisser les gens dehors. C'est pas possible. Donc tout de suite, de savoir accompagner l'ensemble, d'avoir un hébergement, mais toute la structure derrière. Arrêter notamment le pillage des affaires, des tentes, etc. Ça, c'est insupportable et c'est indigne de notre pays. Troisième chose qu'il faut faire. C'est pas ce que font les forces de l'ordre. Troisième chose, non, vous pouvez pas dire ça. On a vu plein de choses. Même moi, j'ai même pas pu, à un moment, lorsqu'il y avait une expulsion, m'approcher en tant qu'élu pour pouvoir voir ce qui se passait. On m'a dit, Madame, vous reculez. Donc, il faut arrêter aussi d'enjoliver les choses. La troisième chose, c'est que moi, ça me fait beaucoup rire tous ceux qui reviennent sur les accords du Touquet, Monsieur Bertrand, etc. On voit bien que c'est la campagne électorale présidentielle. Je vais vous laisser la parole, mais on écoute Adrien Quatennens, c'était ce matin, qui justement, c'était sur France Inter, il veut revenir sur ces accords, on l'écoute. Adrien Quatennens, tout de suite, le député du Nord, j'ai été un peu vite, c'est parti, Adrien Quatennens. On me dit que ça arrive tout de suite, donc ça va arriver tout de suite. La situation particulière de Calais, c'est aussi les accords du Touquet. Et nous n'avons pas vocation, le Pas-de-Calais n'a pas vocation à faire garde frontière de la Grande-Bretagne. Quand, en 2016, Marc, on a démantelé la jungle de Calais, la Grande-Bretagne s'était engagée à prendre 3000 personnes, 3000 réfugiés, 3000 exilés, en vertu notamment du regroupement familial. Aujourd'hui, c'est à peine 10% qui ont été pris en charge. Il faut une voie de migration légale vers le Royaume-Uni et finalement mettre fin, sans aucune vengeance envers nos partenaires britanniques, mettre fin à un mauvais accord. C'est là où moi je suis d'accord avec M. Quatennens, tous ceux qui crient contre les accords du Touquet, mais les accords du Touquet ont été faits avec M. Sarkozy, donc la droite me fait bien rire, vous voyez. Et la dernière chose... donc il faut les garder ou les dénoncer, je ne comprends pas ce que vous voulez. Non, il faut absolument les remettre à plat, ils ne doivent plus exister. Il faut une voie légale, et là aussi, ça va être toute la bataille que nous allons avoir au niveau européen sur les accords de Dublin.
puisqu'aujourd'hui les accords de Dublin, c'est un réfugié qui pose le pied dans un pays doit demander le droit d'asile, mais il n'a peut-être pas forcément envie de rester en Grèce ou en Italie. J'aimerais avoir un point de vue britannique là-dessus. Est-ce que ce serait une bonne opération pour la France de sortir des accords du Touquet, d'après vous? Je crains que non. C'est une menace qui est brandie très souvent. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait effectivement exploité par les réseaux de passeurs pour dire, regardez, il n'y a plus de contrôle à Calais, c'est le moment de venir ou jamais. Je pense que vous aurez davantage de migrants à Calais à cause de ça. Est-ce qu'ils passeraient comme ça en Angleterre? Ils prendraient un billet pour un ferry pour aller en Angleterre, pour un billet pour un train? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'il y a déjà une loi en Angleterre qui rend les transporteurs responsables d'amener des clandestins en Angleterre. Les camionneurs peuvent être sanctionnés avec une amende. Donc, cette loi se serait élargie aux compagnies de train, aux Eurostar, aux compagnies de ferry, qui seraient, en quelque sorte, on privatiserait les contrôles. Il y aurait toujours les contrôles à Calais, il y aurait les réseaux de passeurs qui exploitent ce message. Je crains que c'est comme une menace brandie, l'arme nucléaire, on va dénoncer l'arme nucléaire. C'est pas quelque chose, je pense, qui va faire très peur au gouvernement britannique, parce qu'ils savent très bien que le gouvernement français hésiterait beaucoup à le faire unilatéralement. Après, pas réaliste. Je rappelle que c'était la question qu'on posait régulièrement à Bernard Cazeneuve, et je me souviens très bien qu'il faisait exactement cette réponse-là. C'est vrai, il y a de ce point de vue-là, d'un point de vue technique, je dirais une continuité presque intergouvernementale, justement, après une analyse juridique de ce que sont les accords du Touquet et ce qui pourrait... Les accords du Touquet, pour bien comprendre, c'est la frontière, elle était à Douvres, elle est à Calais, c'est ça? Ou c'est trop binaire ce que je raconte? Oui, mais c'est surtout le fait que s'il n'y avait pas d'accord, il y aurait ce que monsieur vient de dire, c'est-à-dire il y aurait un afflux de personnes encore beaucoup plus grand. On ne va pas organiser, comme je le dis, des ferries pour passer en Angleterre, et donc ça serait mettre en place un vaste camp de base pour les passeurs qui ferait payer le passage, et qui plus est un passage qui est particulièrement mais pourquoi il y a les passeurs? C'est ça qui est extraordinaire dans vos propos. Pourquoi y a-t-il des passeurs? Parce que nous sommes incapables aujourd'hui de mettre une politique d'accueil digne. Nous aurions une véritable politique d'accueil, et c'est là où je suis très contente de la France, parce qu'il y a des villes et des territoires qui se sont organisés, notamment on appelle ça des territoires et des villes accueillantes, qui s'organisent, qui proposent des choses extraordinaires. On voit que même aujourd'hui, des associations font le travail de l'État, ce qui est quand même extraordinaire. Il faut leur dire merci. Et moi, ce soir, je dois lui dire, mais j'ai une vraie pensée, et pour ces citoyens français qui font la grève de la faim. Vous savez, ils font pas la grève de la faim pour se faire plaisir. Ça fait quoi, 3 semaines qu'ils sont en grève? Voilà, c'est ça. 3 semaines. 3 semaines pour envoyer un message très fort. Notre pays, oui, doit appliquer des droits humains. Et je veux dire que les situations d'indignité vécues à Calais ne sont pas acceptables dans notre pays. Vous voyez? Et que maintenant, il faut absolument faire en sorte que ces droits humains soient respectés. Un dernier mot. Natacha Bouchard, je vous vois sur l'écran de contrôle réagir, et je vous donne la parole pour terminer. Vous comprenez bien que je ne peux pas, pour conclure, aller dans le sens de Mme Karima Deli, qui ne comprend rien à ce sujet et qui fait de la politique politicienne. Et moi, ce que je dis, c'est que il faut de la fermeté, il faut de l'humanité. Les Calaisiens ont aussi des droits, madame. Les Calaisiens ont aussi des droits. Et les Français ont aussi des droits. Je les ai vus, et très clairement... Oui, vous les avez vus. Non, vous en avez vu quelques-uns. Je les ai vus et je les vois. Parce que vous êtes venus. Mais moi, je vous dis très clairement, il faut qu'on arrête de faire de Calais, pendant les élections présidentielles, un terrain de jeu. Et je ne veux pas, et je me refuserai à ce que Calais devienne un terrain de jeu pour les uns ou les autres qui veulent se faire une publicité personnelle. Et je resterai là pour combattre, pour défendre ma population dans la fermeté et dans la dignité. J'ai essayé de donner la parole à tout le monde, et je pense que j'ai réussi. Peut-être un petit mot de conclusion. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on disait Boris Johnson et la France, et ce dossier plus qu'un autre lui donne l'outil d'en faire une lutte franco-britannique, parce que là on est dans un dossier de relations bilatérales. Autant sur la pêche, il essaye d'en faire un dossier franco-britannique, alors que c'est un dossier entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, autant dans ce cas-là, on est vraiment dans un accord bilatéral avec les accords du Touquet. Et donc ça donnera lieu une nouvelle fois à une lutte franco-britannique dans les semaines à venir. À venir et à suivre. Merci beaucoup. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat. On passe à notre reportage. Les électeurs ont la parole.